Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet avocat Lando associé par VK. Alors dans quelques minutes, on va parler stratégie immobilière publique, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Commençons par les contrats avec un arrêt du Conseil d'État sur les modalités d'application dans le temps des prescriptions quand il y a des actions en responsabilité contractuelle. Et puis un exemple intéressant d'annulation de procédure de concession aéroportuaire en Polynésie française. En matière d'agents, un décret est intervenu pour que la prime de responsabilité pour les emplois de direction des collectivités locales puisse être cumulée avec le RIFSEP. Un décret est sorti sur les instances de dialogue social pour les GIP. En effet, la loi de transformation de la fonction publique de 2019 avait oublié les GIP dans la réforme qui fait que l'on va bientôt avoir nos comités sociaux, etc. Ouf, un décret est intervenu pour les GIP. Puis une décision intéressante du théâtre de Toulon sur l'activité accessoire pour les agents sous le régime de la micro-entreprise qui n'est pas incompatible avec un emploi à temps plein. Et puis un arrêt du Conseil d'État sur les obligations pour l'employeur public quand il y a une souffrance au travail des agents publics. Un arrêt du Conseil toujours sur la communication du dossier aux agents, en l'occurrence dans un cas concernant le corps préfectoral. Et puis, un décret est intervenu pour dire que quand on a des saisines en série de documents administratifs, quand ensuite un même demandeur a formulé 5 demandes ou plus de communication de documents administratifs à différentes administrations, alors qu'en fait c'est la même demande, eh bien il y aura une procédure de regroupement de ces saisines. La Cour des comptes a fait une étude financière assez classique sur les finances locales, rien de neuf, si ce n'est que elle a fait des propositions assez tranchées en matière d'intercommunalité, que voici, avec un projet de territoire, des relances des schémas de mutualisation et surtout le versement de la DGF au seul niveau des EPCI, avec ensuite une répartition en deux droits communs ou dérogatoires et des corrections possibles de l'attribution de compensation selon des modalités facilitées. Une directive nationale d'orientation a été adoptée en matière de politique jeunesse. Et puis, la Cour de cassation civile a rendu une décision intéressante sur le fait qu'un salarié, même de droit privé, sera astreint strictement au principe de neutralité de laïcité et même un devoir de réserve dans sa vie personnelle, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, si soit il œuvre dans un service public, soit s'il est mis à disposition d'une personne publique. Et c'était avant même la loi séparatisme, donc évidemment, ça ne peut être que renforcé depuis. En matière d'environnement, beaucoup d'actualités. 2 textes sur les bruits qui viennent des transports ferroviaires, toute une série d'annonces lors du premier comité des zones à faible émission mobilité, le fait que la Cour de cassation criminelle, cette fois-ci, nous a dit que négliger des mesures compensatoires en matière d'habitat d'espèces protégées revient à constituer, même par négligence, une infraction pénale. Un terrain qui a été couvert par une autorisation ICPE doit donner lieu, lors d'une vente, à une information environnementale. Eh bien, cette information s'impose, même si l'installation ICPE n'était pas sur le terrain, donnant lieu à cette cession. On a un décret qui a été publié le 30 octobre 2022 sur les sanctions administratives, 30 000 euros quand même, qui peuvent s'apposer pour des producteurs ou distributeurs qui ne respectent pas l'obligation de signer un contrat climat. Et puis un autre décret, le même jour, qui raccourcit les délais d'adoption de délais de recours contentieux, puis de jugement ou d'appel, pour un certain nombre d'installations de production d'énergie, en matière d'énergie donc renouvelable, hors éolienne, mais y compris par exemple méthanisation. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà, et que voici encore. Et passons maintenant à notre grand dossier, piloter une stratégie immobilière publique. Alors, quand des avocats comme nous trouvons à travailler sur une stratégie immobilière publique, on a des problématiques classiques de procédure, d'avis des domaines, de montage juridique en matière de domanialité, de transfert de biens entre personnes privées publiques ou entre personnes publiques, de déclassement, de contrats, de prise en compte de paramètres de performance énergétique, d'urbanisme, parfois de droit de la fonction publique, parfois de règles ICPE, IOTA, cité sol pollué, etc. Ce n'est pas de droit que j'ai voulu vous parler, mais de ce que les juristes et acteurs publics doivent avoir à l'esprit, c'est oui, mais concrètement, comment je la pilote, ma stratégie immobilière? Et bien sûr, tout ceci, j'ai voulu faire appel à un cabinet dédié à ça, que j'ai croisé sur un certain nombre de dossiers en trouvant leurs interventions intéressantes, donc j'ai voulu les inviter pour vous. Écoutez, Olivier, bonjour. Bonjour Eric. Question simple, quels paramètres d'abord prendre en compte quand on a une stratégie immobilière à déployer et qu'on est une administration? Les administrations collectives publiques ont des objectifs
des démarches qui sont spécifiques et qui obéissent à des règles un peu différentes. Alors, j'en ai listé 5. La première, c'est le raisonnement long terme. Après une réflexion immobilière pour le compte de ces administrations, on tient compte du fait qu'ils ont une vision qui est stable, souvent un ancrage local, parfois un certain conservatisme dans les modes de travail, et puis également quand il s'agit de financer des projets, il faut les anticiper longtemps en amont. Deuxième élément, des délais de validation qui sont allongés. On a effectivement le choix des prestataires qui doivent répondre au code de la commande publique. On a également des obligations de labellisation de projet, de validation d'organismes de tutelle. Donc ces éléments sont à prendre en compte. Les stratégies immobilières qu'on déploie pour les administrations sont faites à l'issue de SPSI, c'est-à-dire de schémas directeurs pluriannuels, et donc ça nécessite aussi un temps d'exécution. On a également des règles de l'administration à respecter. Dans le marché des RFI duquel nous sommes titulaires, l'administration de l'État a quelques contraintes et quelques règles à respecter, et notamment des plafonds de loyer en fonction des marchés immobiliers que l'on fait, et également des contraintes au niveau des surfaces que nous devons respecter. Enfin, dans tous ces projets, il faut intégrer le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants, de nombreux intervenants. On a l'équipe projet utilisateur qui va donc occuper les locaux, mais on a souvent aussi des représentants de l'organisme de tutelle, on peut avoir des équipes immobilières de rattachement. Tout ça crée des particularismes qu'il faut intégrer dans le cadre de nos missions immobilières. En revanche, on a aussi des objectifs qui sont partagés avec le privé, comme la rationalisation des implantations, le fait de vouloir réduire son coût immobilier, l'amélioration des conditions de travail, un travail fait sur la QVT notamment, mais également une vision environnementale qui est de plus en plus présente, afin d'avoir des immeubles qui soient les plus vertueux possibles. Allez, quelques exemples. On a effectivement travaillé pour une administration qui doit gérer un projet d'acquisition d'immeubles et de travaux sur un immeuble important. On s'est rendu compte dans les délais qu'il fallait intégrer les consultations, choisir d'abord son prestataire qui va l'accompagner en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, puis ensuite choisir l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la conception et la réalisation, puis ensuite faire une nouvelle sélection pour les entreprises. Donc tout ça vient rallonger en fait un projet immobilier qui est déjà long par nature entre toutes les autres autorisations à obtenir. Ça, c'est un premier exemple. Second exemple qui peut concerner des administrations centrales. En Île-de-France, on a des contraintes que j'évoquais tout à l'heure en termes de loyer, de plafond de loyer à respecter, et qui dépendent vraiment de la tension des marchés. À titre d'exemple, à Paris, le loyer au plafond est de 410 euros par mètre carré par an maximum. C'est un loyer économique, c'est-à-dire que c'est le loyer facial, mais retraité de tous les incentives et toutes les mesures d'accompagnement qu'on peut avoir dans le cadre d'une négociation. En Seine-Saint-Denis, il ne devra pas être supérieur à 275 euros. Donc on voit ces différentes difficultés qui ne sont pas forcément en lien avec les contraintes qu'on peut observer dans le marché. Ça, c'est un élément complémentaire à prendre en compte. Dans les études, je parlais de SPSI tout à l'heure, on a des études stratégiques assez approfondies à réaliser qui permettent de comparer des immeubles. Ne serait-ce que dans la détermination des surfaces. On a besoin aujourd'hui de tenir compte des usages des différents agents. Et donc, dans les éléments, dans les analyses que l'on a pu faire, par exemple pour SAF, on a dû tenir compte à la fois du traitement spatial, c'est-à-dire qui va avoir un bureau individuel qui sera en espace ouvert. On va également tenir compte de la politique de télétravail. Est-ce que le télétravail est faisable pour tout le monde ou pas en fonction des besoins? Et puis finalement, du niveau de nomadisme. On ne va pas aménager les espaces de la même façon pour quelqu'un qui est vraiment sédentaire et quelqu'un qui est par exemple, qui va être essentiellement sur le terrain. Voilà. C'est tous ces éléments qu'on va intégrer dans les SPSI pour déterminer la surface nécessaire. On a vécu une mission pour une mairie qui veillait à regrouper au maximum ces implantations pour que, évidemment, les services communiquent et soient ensemble. Là encore, le sujet, c'est le fait d'être parfois contraint par son immobilier, de l'immobilier en propriété, parfois difficile à valoriser autrement qu'en l'occupant, des projets de déménagement qui sont souvent très, très coûteux en termes d'investissement. Donc ce sont ces contraintes-là que l'on rencontre. Et avez-vous des conseils méthodologiques à nous donner ensuite au stade du pilotage du changement cette fois? J'ai aussi essayé d'identifier cinq thèmes que l'on rencontre l'accompagnement et le pilotage de ce être assez majeur. On a besoin, et on ne dit pas assez, d'avoir chez nos clients, chez l'utilisateur,
une équipe projet impliquée. Impliquée, c'est-à-dire qu'elle ait suffisamment de temps, qu'il y ait suffisamment de ressources, qu'il y ait suffisamment de temps et qu'elle soit plurielle. Parce qu'on se rend bien compte que ces sujets de déménagement ou de réaménagement immobilier, finalement, on a besoin pour les traiter de compétences immobilières, mais également de compétences financières, comptables. On a des sujets RH, des sujets de communication, des sujets informatiques. Et donc, finalement, il faut avoir toutes ces ressources qui sont un peu le miroir de l'équipe qu'on peut, nous, en tant que prestataire, mettre en place. Ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est, et c'est très important, le fait de fédérer les collaborateurs. Dans les missions que l'on a pu réaliser, on a à chaque fois identifié un panel représentatif de collaborateurs auprès de qui on a pu venir prendre des éléments qu'on va intégrer dans nos recommandations pour être plus près des besoins. Et de la même façon, ce panel représentatif va servir d'ambassadeur, c'est-à-dire que la communication va aussi se diffuser à travers ce panel. Et ça, c'est aussi un élément important. Troisième élément, c'est le fait que les recommandations soient parfaitement objectivées. Et ça renvoie en fait au schéma directeur immobilier que l'on peut réaliser, parce qu'une fois que c'est comparé, analysé, factualisé, la prise de décision est beaucoup plus simple. Et on se rend souvent compte qu'au moment de prendre des décisions importantes en termes immobiliers, ben, on a tendance à revenir un petit peu en arrière, à essayer de comprendre pourquoi on en est là et quel a été le fil conducteur. Donc important de bien tout factualiser. Quatrième élément, l'acculturation. On vit à un moment où les modes de travail évoluent, dans le privé comme dans le public. Il y a beaucoup de réflexions à ce niveau-là. Il y a des jours de télétravail qui sont en train d'être mis en place. Et souvent, quand on est dans ces locaux depuis très longtemps, avec une même forme d'organisation, bah, il faut, avant de pouvoir prendre des décisions, se comparer, s'acculturer, rencontrer d'autres acteurs qui ont vécu ces projets, visiter d'autres réalisations, et parfois on va même jusqu'à faire des formations sur les nouveaux modes de travail. L'acculturation est importante. Dernier élément, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que le prestataire puisse avoir une équipe pluridisciplinaire qui soit un peu le reflet des enjeux de ce type de projet. Bien, merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, merci Eric, à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.